si on veut avoir une carrière musicale, ça se passe sur scène. Et on a reçu le chiffre assez vertigineux de 2781 candidatures cette année pour 2026. Ouais. On a des programmations qui sont complètement croisées, sur lesquelles on va trouver du hip-hop, du rock, de l'électro, etc., du jazz. Qu'est-ce qu'on fait avec ce terme musique du monde, en fait ? On n'a peut-être pas de solution immédiate, mais peut-être que ce qu'on peut, c'est se replonger dans ses origines. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue à la bibliothèque de l'Alcazar, plus précisément au cœur du département musique, où nous avons la chance de recevoir Olivier Ray, directeur du festival Babel Music XP, qui se déroulera dans nos bibliothèques du 19 au 21 mars. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci d'avoir répondu malgré un agenda super booké à notre invitation. Merci pour l'invitation. Je pense notamment à la traditionnelle conférence de presse d'hier. Ça y est, on est dans le Money Time. Ça y est, c'est parti, le coup d'envoi officiel est lancé. On n'attend plus que les gens, les artistes et les professionnels. Oui, comme je vous le disais en préambule, vous êtes donc tu es directeur, parce qu'on se tutoie, tu es directeur du festival Babel XP, qui est le forum international économique et culturel de musique actuelle du monde, qui se tient chaque mois de mars à Marseille. Tu as été musicien pendant plus de 20 ans et acteur impliqué dans le monde culturel. On peut dire que tu as baigné toute ta vie dans les décibels. As-tu réalisé un rêve professionnel et humain en devenant directeur d'un des plus grands festivals de la région ? Alors, je ne formulerai pas ça comme la réalisation d'un rêve, mais plutôt comme d'une continuité, finalement. Parce qu'effectivement, mon métier, ça a été de manière un peu fortuite. Ça a été de me retrouver sur scène pendant 20 ans avec un groupe qui s'appelait Kanjaro, qui était du côté de Port-de-Bouc. On a fait quelque chose comme 1000 concerts pendant 20 ans et 5 albums. Et en parallèle de ça, je travaillais déjà à la communication et à l'écriture de textes et de contenus d'événements comme la Fiesta des Suds, comme le Zigzag Festival à Aix ou les Nuits Métis, etc. Donc j'étais déjà impliqué. Tu étais attaché de presse, non ? Tu disais attaché de presse, et puis à rédiger l'ensemble des textes et des contenus. Et en fait, oui, c'était une expérience assez intéressante d'être à la fois sur scène, d'être à la fois aussi sur le bord de la scène, d'être dans les bureaux derrière la scène. Et donc on commence à comprendre un peu comment fonctionne l'ensemble de cette chaîne-là entre public, professionnel et artiste. Et finalement, d'une manière un peu naturelle, 30 ans après, je me suis retrouvé à cette place-là où finalement, parce que j'avais une intention et des idées à défendre, c'est un peu les autres, mes camarades qui m'ont poussé en avant, qui m'ont dit non mais c'est toi qui dois porter le flambeau. Donc je le porte avec plaisir. Ouais, puis c'est une super vision, un super regard d'avoir été musicien de l'autre côté du miroir. Qu'est-ce que ça a apporté le fait d'avoir été musicien auparavant ? Qu'est-ce que ça a apporté par rapport à l'organisation d'un événement ? Tu connais les artistes, tu connais le... Ouais, au-delà d'une culture personnelle, en tout cas, qui forcément nécessite d'avoir une forme de curiosité, de dépasser aussi son propre cercle ou sa propre tribu, en tout cas en termes d'esthétique, il y a l'idée qu'on connaît à peu près les attentes des artistes, les attentes des tourneurs et des bookers, et qu'on a une sorte de compréhension de la part de ce que peuvent attendre les programmateurs de salles, de festivals, etc. Et donc d'avoir cette vision un peu périphérique, c'est une forme d'atout, je suppose, qui permet d'avoir une compréhension globale et de ne pas être simplement figé dans une posture soit d'artiste, soit d'organisateur, soit des fois avec des intérêts qui sont très majoritairement convergents, mais qui momentanément peuvent être différents selon la temporalité. Quand on sort un disque, quand on est un artiste, on aimerait que les choses aillent très vite, qu'il y ait beaucoup de dates, etc. Et puis quand on est organisateur d'un festival, des fois c'est pas le bon moment. Il faut attendre un peu plus, etc. Et donc voilà. Et la manière dont on accueille les publics et on accueille les artistes, je pense que ça fait partie de cette compréhension globale qui fait que maintenant, avec mes camarades, on essaie d'avoir cette vision un peu générale. Ouais, tu as connu tous les maillons de la chaîne et c'est peut-être pas fini. D'ailleurs, on parle de festival, mais c'est plus que ça en fait, parce que c'est un forum, donc avec des showcases, des salons pro, des conférences, du networking international. En off, tout à l'heure, on parlait des salons pro. Tu peux nous expliquer un peu parce que... La fonction en fait, les salons professionnels, ça a une fonction très, très précise. C'est-à-dire que sur les musiques qu'on défend, en tout cas, qui sont des musiques de la diversité, pour aller très très vite, ça concerne à peu près toutes les musiques, excepté peut-être la pop anglaise mainstream, qui appartient à une autre sorte de créneau.
tous les musiciens de ces esthétiques-là arrivent à vivre de leur art sur scène. C'est la scène, c'est le spectacle vivant. Évidemment, c'était déjà pas sur le disque à l'époque, ou alors de manière très parcellaire. Et aujourd'hui, le modèle du numérique via le streaming n'existe pas. Économiquement, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du Donc, tout. si on veut avoir une carrière musicale, ça se passe sur scène. Et la fonction des salons, c'est précisément de favoriser la rencontre entre les diffuseurs, c'est-à-dire les directeurs de festivals, de salles, de centres culturels, etc., que ce soit même de collectivités parfois, ou d'associations, avec les tourneurs, les managers, les artistes, etc., et d'organiser cette rencontre-là. Et en 3 jours, il y a une concentration de professionnels qui est assez extraordinaire, puisque nous, par exemple, sur Babel Music XP, on reçoit 2000 professionnels de 72 pays. Donc c'est assez conséquent. Et en fait, c'est le moment où les gens vont pouvoir se croiser, échanger, discuter, savoir s'ils ont des choses à faire. Alors des fois, on plante une graine une année et puis en fait, elle va germer et elle poussera 2 ans après. Mais c'est la fonction de ce type de salon. Et des fois, certains... Pour prolonger, c'est pas simplement de l'achat et de la vente de dates. Des fois, il y a des personnes qui viennent chercher de la coopération ou des artistes qui viennent chercher, par exemple, une structure qui va proposer un lieu pour faire une résidence, qui va permettre d'affiner le projet ou qui va permettre de tisser des réseaux et d'élargir une fanbase sur tel ou tel territoire, etc. Donc, c'est vraiment un lieu de concentration de l'écosystème qui est au service des artistes in fine, mais qui est à l'ensemble de la filière. D'ailleurs, oui, tu en parles très bien sur l'article de la Provence qui est paru donc ce matin par rapport à hier. Ce qui m'a surpris, c'est le tri que tu dois faire pour choisir des groupes, surtout que tu attaches beaucoup d'importance à l'équité géographique des groupes, à la parité homme-femme. Ça doit être un travail en amont qui doit être... Comment s'est passée la sélection des groupes ? En tout cas, on a mis en place un dispositif, en tout cas une procédure qui est très particulière. C'est-à-dire que contrairement à un festival, nous on est un salon professionnel, un forum, nous ne faisons pas de programmation. Par ailleurs, on s'occupe nous de la Fiesta des Suds. Donc là, on fait une programmation, on va chercher des artistes. Ça, sur le Babel Music XP, on passe par un appel à candidature. Cet appel à candidature, on a créé une plateforme digitale sur laquelle on peut s'inscrire et on a, pendant 3 semaines, on ouvre cette plateforme au mois de juin. Et on a reçu le chiffre assez vertigineux de 2781 candidatures cette année pour 2026. Donc c'est fou. Et ça, c'est des candidatures qui viennent de 117 pays à travers la planète. Donc ça, derrière ce chiffre un peu très impressionnant, il y a l'idée que Babel, ça y est, a été repéré comme vraiment un lieu d'accélérateur de carrière, de lieu où on peut développer son projet, etc. Et donc pour faire le tri de ce projet-là, on a décidé, alors en tout cas moi en direction de Babel, que je ne serais pas impliqué dans le choix pour être pas jugé parti et pris dans des conflits d'intérêts. Donc en fait on constitue un jury indépendant et international qui sont 6 hommes et 6 femmes, 6 directrices et directeurs artistiques de salles de festivals qui viennent du Maroc, du Liban, d'Allemagne, du Portugal, d'Espagne, d'Italie, enfin bon, vraiment un jury international. Et on leur donne des règles du jeu qui sont que la première des choses, c'est que les artistes qu'on doit sélectionner, ce sont des artistes qui doivent être prêts à l'export, parce qu'on fait venir les plus grands directeurs de festivals mondiaux. Donc s'ils voient un groupe sur scène, il faut que le groupe soit prêt à partir dès le lendemain, enfin pas dès le lendemain, mais en tout cas à contractualiser pour signer une tournée ou une date. Donc vous demandez des vidéos live par exemple? Alors absolument, parce qu'on sait que comme ça passe par le live, le choix va se faire par le son, mais évidemment par le live, parce qu'on veut savoir comment... Aujourd'hui, on est dans cette situation-là où il n'a jamais été aussi facile de faire de la musique. On peut être à quelqu'un dans sa chambre, on peut faire de la musique et faire sonner quelque chose comme si on était 150 musiciens. Et en fait, dès qu'on le met devant une scène, la personne, peut-être qu'elle n'a aucune adresse, elle ne sait pas se comporter, ni dire quoi que ce soit. Donc la vidéo live, c'est absolument fondamental. Le jeu de scène, en fait. Quoi. Et le jeu de scène, l'adresse, et puis des fois, il y a un effet waouh, ou des fois, tu sais, même quand tu parles pas la langue, c'est la manière dont tu vas te comporter avec un public, même quand tu parles pas la langue, etc. Ça, c'est fondamental. Et donc, la capacité à l'export, c'est vraiment le premier critère. La deuxième, c'est d'avoir une forme d'attention sur la parité. Pas de quota, parce qu'en fait, ça n'aurait pas de sens pour nous, mais en tout cas, d'avoir une forme d'équilibre dans la parité. La troisième règle du jeu, c'est d'avoir une répartition géographique. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un salon qui est régional, on ne fait pas un salon qui est européen, on fait un salon qui est international. Donc, on a des propositions qui viennent d'Amérique latine, d'Amérique du Nord, d'Afrique, de la région, toute la région méditerranéenne, européenne, asiatique, etc.
et ensuite le dernier, c'est pas dans l'ordre puisque tout est mêlé, mais c'est la répartition des esthétiques. Aujourd'hui, on arrivera à la fameuse question autour du sujet des musiques du monde. Oui. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une espèce de porosité, en tout cas, entre toutes les esthétiques, qui sont dues notamment au passage des années 2000 avec la bascule autour du numérique, qui fait que les artistes ne s'embêtent plus et font des hybridations de manière assez naturelle. Ils le faisaient déjà avant, mais il y a une forme d'accélération à ce moment-là. Les publics ont commencé à avoir accès à peu près à tout et à plus à mettre des vinyles ou des CD dans des objets. Donc, ils ont pu commencer à écouter de la pop, autant que du reggaeton, autant que du mbalard, autant que, etc., tous les genres mélangés. Et les professionnels, de fait, les directeurs de festivals ou de salles ont également opéré des croisements. Et aujourd'hui, si on prend juste à l'échelle, on va dire, régionale, on regardait la Fiesta des Suds, le Jazz des 5 continents ou Mars Attack, on a des programmations qui sont complètement croisées, sur lesquelles on va trouver du rap, du hip-hop, enfin du hip-hop, du rock, de l'électro, etc., du jazz, de manière naturel en fait, avec la porosité des frontières a complètement explosé. Donc cette répartition des esthétiques, c'est que sur Babel, on va à la fois avoir des projets qui puissent s'écouter assis de manière acoustique avec une attention très particulière, tout autant que des DJ qui viennent de l'autre bout de la planète et qui sont le témoignage des foyers électro qui sont en train d'enflammer. Oui, c'est tout azimut, il y en a pour tous les goûts. D'ailleurs, c'est un très beau tremplin peut-être pour écouter un groupe que tu nous as conseillé, qui passera certainement à on peut le passer maintenant. C'est article 15, c'est ça? Alors, article 15, on a une trentaine. Alors, juste peut-être je peux vous donner une anecdote. Alors, voilà, l'anecdote autour du nom, elle est assez emblématique. C'est dans une des régions de République démocratique du Congo. Il y a que 14 articles, évidemment. Et dans l'expression commune, en fait, populaire, c'est que quand on a des problèmes et qu'il faut juste se démerder, dès qu'il y a un problème, on dit article 15. Sous-entendu, débrouille-toi pour survivre et subvenir. C'est un projet qui est intéressant parce que qui est afro-électro et qui est dans un héritage. En fait, c'est un artiste qui s'appelle Lova Lova, qui est issu de cette grande tendance issue de cette scène qui mêle à la fois les beaux-arts et la musique électro recyclée, etc. Un peu dans le grand héritage de Staff Bendabilili, mais qui après a fait Kingolo Kinyata, avec des groupes comme Kokoko aussi. Kokoko, Fulu Miziki, toute cette scène-là, etc. Et donc cette personne-là, cet artiste-là avait un groupe qui s'appelait Lova Lova, puis après là, il a monté ce nouveau projet avec il est désormais installé à Paris. Et donc c'est emblématique parce que ça raconte aussi l'histoire des diasporas. Et c'est intéressant parce que la musique, autant que les individus, sont dans des circulations et on voit bien que là, dans ce côté afro-électro, il y a une circulation autour des esthétiques aussi, des influences. C'est très emblématique de ce qu'on peut proposer. Oui, comme on dit, la musique n'a pas de frontières et on essaye de mettre des frontières politiquement, mais ça ne marche pas. Pas pour la musique, en tout cas. En tout cas, j'ai hâte. On envoie ? Allez, on envoie article 15 avec le morceau Alléluia. Ça fait bien parler, Ayebisa Kinga. Ton humanité va t'embarrasser, tika tika. J'ai bien écouté, j'ai voulu tester, depuis je ne vois plus les affamés au bord du sentier, ni la mafia. Fini les chégués, ma petite à Bombay et les enfants soldats. Les prostituées, y'a Banamiki et les politiciens aiment ça. Pendant que l'on fait la pâte à rôder, Batié Lungwilla. Ouais, c'est puissant, c'est lourd, hein. Surtout au casque, hein. On a l'impression d'être dans la musique. Du coup, tu parlais un peu de... Mais le terme musique du monde, est-ce qu'il est encore approprié justement par rapport à toute cette émergence de... On le voit, ça vient des pays asiatiques ou de l'Afrique ou même de l'Amérique du Sud, de toute cette hybridation entre la musique électronique
les musiques plus traditionnelles. Qu'est-ce qu'on fait avec ce terme musique du monde en fait ? Alors, peut-être que on n'a peut-être pas de solution immédiate, mais peut-être que ce qu'on peut, c'est se replonger dans ses origines, de savoir pourquoi et comment on est arrivé là. En fait, c'est un terme des années 80, des disquaires anglais, qui en fait avaient des bacs sur lesquels ils ne savaient pas où placer un certain nombre de choses, et c'était un peu le vrac. Ils auraient pu appeler ça le vrac, mais en fait, ils ont dit on va appeler ça le world music, et tout ce qui n'était pas du rock, du punk, de la pop, etc. Ben c'est devenu les musiques du monde. D'une certaine manière, ça a fait le job pendant des années, parce qu'en fait, c'était une manière de classifier, de faire émerger un certain nombre de choses. Puis finalement, il s'est avéré que, et avec un certain nombre de producteurs historiques, on a eu l'émergence dans les années 90 de grandes têtes d'affiche un peu totémiques. C'est d'un seul coup, la sono mondiale commençait à émerger. On a eu des Paco de Lucia, des Césaria Evora, des Gilberto Gil, et de ces grands artistes qui étaient des figures dans leur propre territoire et qui ont commencé à arriver jusqu'aux oreilles des publics occidentaux. Mais on voit bien la limite quand même de cette appellation, parce que si vous voyagez un petit peu, moi je suis allé en Argentine ou à New York, et en fait d'un seul coup dans les bacs on retrouve Charles Aznavour dans la musique du monde, parce qu'on est toujours l'étranger de quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Donc c'est la limite de cette histoire-là. Donc il s'avère qu'avec le passage de l'an 2000, etc., finalement aujourd'hui on est en 2026, c'est une appellation qui est datée et complètement ethnocentrée, parce que finalement, c'est le regard des Européens. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, il y a le monde, et nous, on est hors du monde. Exactement. C'est un peu ça. Et ça devient problématique, parce que par rapport à la manière dont les choses se déroulent et la manière dont on veut aujourd'hui produire des événements et des regards qui soient plus inclusifs, et pas juste, c'est les Européens, les petits blancs qui regardent ce qui se passe ailleurs. Et donc, aujourd'hui, on a à peu près tous les outils numériques pour savoir qu'en Afrique du Sud, l'électro, c'est de la piano, que la musique au Sénégal, c'est du mbalard, enfin, et pas que, mais une partie, etc., etc. Donc, cette appellation-là, aujourd'hui, nous, on essaie de s'extraire de ça, mais on n'en fera pas. Il y a beaucoup de débats, en tout cas, auprès des gens qui travaillent autour de ces musiques. Personne n'est vraiment très d'accord. Finalement, c'est une convention, et de quelle manière les artistes vont s'en saisir. Vous savez, on en a parlé en off, mais quand les gens voient Bad Bunny, en fait, ils se disent pas c'est des musiques du monde, en fait. Ils se disent c'est de la musique latino dans toutes, et encore c'est une appellation un peu trop générique, mais en fait c'est une manière de faire très très globale entre le reggaeton, la salsa, etc. Et en fait, on est plutôt dans cette ère-là où on va pouvoir commencer à définir les choses soit un petit peu plus précisément, et pas mettre dans un grand panier Kalsoum et puis Youssou N'Dour. Et d'un seul coup, c'est quoi le rapport? C'est ni chanté en français ni en anglais. Allez, on met tout dans le même bac. Voilà, quoi. C'est bon. Exactement. Mais c'est quelque chose qui peut se retourner aussi, parce que vous voyez, nous sur Babel Music XP, il y a 3 ans, on a fait un groupe qui s'appelait Sarab, c'est du post-punk libanais, chanté en arabe. Ok, donc en fait, c'est du rock, ou du post-rock, ou c'est d'un seul coup, c'est la musique classée dans la musique arabe, etc. Ça n'a pas de sens finalement. Et au final, en bougeant un petit peu, on se rend compte que les populations, on va dire, la jeunesse mondiale, finalement, elle est irriguée de grands langages. Le rock, le hip-hop, la pop, le reggae, tous ces trucs-là. Ok, tout ça, ce sont des langages universels, et finalement, selon chaque territoire, chacun les conjugue à sa propre langue, avec son propre patrimoine, etc., etc. Donc, je pense immédiatement à quelqu'un qui s'appelle Issam Elias, qu'on a dans notre sélection cette année, qui fait de l'électro et qui vient nourrir l'électro la plus dance floor possible avec du dabke. Et le dabke, c'est vraiment le son de la danse du Levant, donc de Syrie, de Palestine, du Liban, etc., qui est une musique traditionnelle. Le croisement, il est juste évident. Et donc, ça viendrait à personne l'idée de le classer dans World Music, alors c'est quelqu'un qui peut jouer dans les soirées électro. Vous voyez ce que je veux dire? C'est drôle ce que tu dis, parce que nous, on est bibliothécaires. Hein. D'ailleurs, Alexis, excuse-moi, je ne t'ai pas présenté, qui est chargé de collection. C'est vrai que pour placer des groupes comme ça, les cataloguer, les fichiers, ça doit être compliqué. Hein. Oui, j'achète beaucoup de documents, d'albums de musique électronique qui viennent d'ailleurs autres que l'Europe ou les États-Unis, par exemple, ou l'Angleterre, et on est censé les mettre en musique du monde, mais moi je suis pas d'accord, et à chaque fois je les garde pour moi parce que je les adore, c'est mes documents bien précieux, et j'ai pas envie de les donner à la musique du monde, je préfère les garder.
Voilà, on est dans une bibliothèque, on est obligé de classer les documents, il y a des codes à respecter, mais c'est très compliqué ça doit parfois être sur un casse-tête. certains. Ouais. Mais ça, honnêtement, je pense que ça, ce choix-là et cette fonction-là, pour moi, c'est fondamental. Mais vraiment, c'est-à-dire que dans un moment où on a les plateformes de streaming qui nous envoient des choses que via les algorithmes, je trouve que la responsabilité des prescripteurs, c'est-à-dire des gens dans les bibliothèques, les médiathèques, des gens dans les radios, etc., ces gens-là ont une responsabilité encore plus accrue. Parce que, évidemment, plus personne se bat. On laisse venir à soi, via les algorithmes, des choses. Et les algorithmes sont pleins de biais. C'est le danger de l'algorithme. Hein. Voilà. Tout ce que tu écoutes. Alors, il y a pour le meilleur, mais en ce moment aussi beaucoup pour le pire, parce qu'il y a des biais qui sont évidemment faits pour faire remonter exclusivement des choses qui sont là pour être vendues, etc. Et donc là, finalement, votre travail à tous les deux, il est fondamental. Moi, je ne peux pas ne pas penser à Pensée classée de Georges Perec, qui en fait, la fonction de penser et de classer, en fait, et le rôle que ça peut avoir en termes de comment on transmet, en fait. On arrive à faire venir jusqu'aux auditeurs voilà, une musique, une esthétique, une histoire, l'histoire d'un patrimoine, d'un territoire, d'une langue, etc. C'est votre job, ça. Je vous mets la pression. Là, vous avez la pression, là. Tu viendras vérifier sur le site web des bibliothèques que tout soit classé. Je le prends avec très au sérieux, en tout cas, justement. Du coup, ça mène au lien avec les bibliothèques. Comment s'est passé, du coup, ce festival-là et des showcases qui vont se passer à l'Alcazar, notamment? Ça naît d'une envie, cette relation est née d'une envie, c'est-à-dire qu'on reçoit, je vais essayer d'être très rapide, mais par exemple sur Babel Music XP, c'est vraiment c'est un événement qui est sur 3 piliers, à la fois un salon professionnel avec des stands, etc. Tout ça, ça se passe à la friche. Avec le deuxième pilier, ce sont des rencontres professionnelles avec un large volant de conférences, de tables rondes, de speed meeting, de pitch, etc. Je vous épargne sur tous les sujets qui traversent aujourd'hui la filière, les modèles économiques, les histoires de mobilité, de transmission, d'égalité de genre, etc., etc. Ça, c'est le deuxième aspect. Et tout ça, ce sont des piliers sur lesquels ont accès les 2000 professionnels dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont accrédités et qui ont accès à ces deux aspects-là. Et le troisième aspect, c'est une partie festival sur lequel les fameux groupes qu'on a sélectionnés, à la fois les professionnels y ont accès et le grand public. Et en fait, historiquement, notre événement, en fait, il se déroulait au Dock des Suds, puisque c'est notre maison mère, hein, puisqu'on a fait 25 années à cet endroit-là. Il y a eu des évolutions, des changements sur ce quartier. Appellation, du coup, parce que c'était Babel Med. C'était Babel Med, musique, qui était pendant les 14 années. Puis, en fait, c'était notre lieu, entre guillemets. Bon, il y a eu des mouvements sur lesquels je ne m'étale pas. Mais on s'est dit, quitte à aller jouer en ville, il faut qu'on puisse proposer une itinérance à ces fameux professionnels qui viennent de New York, d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique, etc., pour leur donner aussi le parfum de ce qu'est Marseille. Et dans le parfum de ce qu'est Marseille, il y avait évidemment l'idée d'aller à la friche, qui est plutôt un environnement très culturel, de structure, etc., pas de problème. Mais après, on voulait leur faire ressentir aussi les différentes facettes des structures. On n'est pas extrêmement riche en infrastructures, hein, contrairement à Lille, à Rennes ou d'autres événements, d'autres villes. Mais on s'est dit, donnons un peu le goût à ces gens-là. Donc on est allé, on fait des concerts à la Cité de la Musique. Puis à la Cité de la Musique, on s'est dit, on va proposer une itinérance à dire aux gens de descendre la rue d'Aix et de les amener à l'Alcazar. Alors l'Alcazar, on nous a dit, mais c'est pas un lieu de musique, c'est une bibliothèque, etc. Ça l'a été. Et c'est exactement ce qu'on a dit. C'est-à-dire que pour nous, il y a une dimension patrimoniale extrêmement puissante. L'Alcazar, entre l'opérette marseillaise, etc. On a une tradition musicale qui est très puissante. Alors, le bâtiment a changé, évidemment, mais en tout cas, dans l'éditorium, pour nous, ça nous semblait être un clin d'œil qui était très pertinent et un truc à tiroir à proposer à nos camarades étrangers. En tout cas, de mettre un pied à cet endroit-là. Et après, de jouer ici à l'Alcazar sur deux showcases, et puis après, de remonter à l'espace Julien, puis ensuite de glisser jusqu'au Makeda. Et par ce fait, à la fois d'être Porte d'Aix, Belzins, Cours Julien et La Plaine, et après redescendre de l'autre côté de la plaine. Et avec cette itinérance-là, sur le jeudi, ça c'est le jeudi 19, on propose un peu une carte postale de Marseille de nuit, et on se dit que c'est effectivement, quand les pros se déplacent,
Ils veulent savoir où ils mettent les pieds. Et là, on pense que c'est la carte postale la plus fidèle à ce que peut être Marseille, en tout cas, de nuit. Non, mais c'est vrai que ça fait plaisir parce qu'en fait, les bibliothèques organisent beaucoup de concerts. Hein. Là, on est avec le festival Avec le temps et le parcours chanson. Donc, les choses, comme disait Alexis, les choses changent. Et d'ailleurs, je rebondis sur ça. Pour fêter cet événement, du fait que ça va se passer à l'Alcazar, il y a donc 50 places à gagner donc pour ce showcase. Et toutes les indications seront mises dans un lien sous la vidéo. Sinon, tu as des projets à venir pour cette année, belle année? Alors, des projets à venir. Alors déjà, Babel Musique XP nous prend énormément de temps. Mais aussi parce qu'en fait, ça, je suis juste obligé de le dire parce que je rebondis sur quelque chose que tu as pu dire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, on veut développer une approche éthique vraiment de cette économie autour de ces musiques. Ça a l'air de rien, mais finalement, 90% des salons professionnels internationaux ne payent pas les artistes parce qu'ils considèrent qu'une prestation chez eux, ce sont des concerts promotionnels. Oui, c'est que les showcases, en règle générale, c'est pas payé. Voilà. Et nous, on s'est dit que pour donner le même nombre de chances à un groupe d'Érythrée autant que d'un groupe des Pays-Bas, sauf que le Pays-Bas, il a un bureau export très très fort qui peut mettre de l'argent là-dessus. On va payer tous les artistes à une grille qui n'est pas planchée en plus, qui est une grille normale, etc. Et donc que tu viennes, toi, d'Asie, d'Amérique latine, d'Afrique subsaharienne, du Maghreb, etc., tout le monde est payé. Et donc ça, c'est une différence. Et on a plein de marqueurs comme ça qui font qu'on est complètement différent dans le paysage des salons professionnels. Ça commence à infuser dans l'esprit de la filière musicale internationale et les gens se disent, tiens, ils sont en train de tenter un truc. Les gars à Marseille, là, l'équipe à Marseille, ils proposent un truc qui est un peu avec un regard un peu différent, avec une approche un peu plus... je ne vais pas dire vertueuse, mais en tout cas, ils y mettent une intention, une philosophie qui est un peu différente de ce qu'on peut connaître par ailleurs. Et ce n'est pas déconnant de savoir ce qu'il en est. C'est pour ça qu'ils viennent chez nous et c'est pour ça qu'ils nous invitent aussi à venir parler chez eux et à faire de la coopération, à mener des choses. Donc ça, pour répondre à ta question, ça nous occupe une partie de l'année aussi parce qu'on tisse des coopérations un peu durables. On est allé faire du mentorat en Jordanie, on fait de l'accompagnement avec... Du coup, tu voyages beaucoup pour... Alors, pas que moi, mais l'ensemble de l'équipe. Oui, mais on va avec le Congo Music Expo à Kinshasa, on fait du compagnonnage et on travaille ensemble. On fait des choses avec les gens à Valencia, à Naples, etc. Ça, c'est la partie invisible, si tu veux. C'est-à-dire qu'il ne se voit pas trop de la part des Marseillais, mais qui est quelque chose qui irrigue tout au long de l'année à l'international. À côté de ça, la même structure, donc, qui s'appelle Latinissimo, porte à la fois ce salon, le Babel Music XP, mais on fait aussi la Fiesta des Suds, qui a lieu début octobre, qui là, on ne présente plus parce que c'est l'événement historique, le plus ancien festival généraliste, en tout cas marseillais. Et puis, cette année, on est impliqué dans la séquence d'ouverture de la saison Méditerranée. On est venu nous solliciter, ou avec nos camarades de l'ensemble des acteurs de la musique à Marseille, on a monté un projet pour la séquence d'ouverture. Généralement, les saisons portées par les instituts français sont très généralement, l'inauguration se fait à Paris. Là, pour la première fois, et unique fois, elle se déroule à Marseille. Et donc, en fait, ce sont les opérateurs locaux qui vont prendre en charge cette séquence-là d'inauguration. Et Latinissimo, donc Fiesta des Suds et Babel, a été nommé à la coordination générale avec l'AMI. Vous allez faire une programmation musicale alors On fait une programmation musicale pendant plusieurs jours sur cette séquence d'ouverture. Nous, on se retrouve en coordination avec l'AMI mais en fait, coordination avec l'ensemble des autres opérateurs. On va travailler ensemble pour proposer une belle image en tout cas de Marseille en musique et dans ses liens avec la Méditerranée. Franchement, ça met un sourire au cœur parce que c'est vraiment un festival, et on le sent à travers ta personnalité, qui est un festival à visage humain. Et franchement, on a hâte un festival de passionnés vraiment. Ça se ressent directement. En fait, si on n'est pas passionné, je pense qu'on s'est trompé d'endroit en fait. Enfin, non, mais je veux dire, il y a des gens qui travaillent dans la musique sans être passionnés forcément. C'est vrai, mais c'est une souffrance aussi pour eux peut-être. Ils sont pas là pour les mêmes raisons, et je pense que je sais pas si du coup dans la durée, ça devient pas quand ça du corps. Non, mais c'est un truc que tu subis plus que... Après, tu es érodé comme le sel érode la falaise. Quoi. En tout cas, merci beaucoup, Olivier, pour ta venue. Eh bien, nous allons finir ce magnifique moment de partage par un morceau de musique. Oui, la musique, c'est bien. Ben oui. C'est le cœur de nos histoires. Alors, tu peux nous rappeler le groupe, peut-être? C'est un projet... alors, je pense qu'on est sur un projet d'Étienne Chouanassier,
qui est une grande artiste éthiopienne qui avait été repérée par un des plus grands producteurs français qui s'appelle Francis Falsetto, qui a créé toute cette collection mythique qui s'appelle les Éthiopiques sur l'Ethio Jazz. Et maintenant, cette artiste-là, avec une voix complètement très marquée et timbrée, elle fait un projet avec notamment quelqu'un qui s'appelle Mathieu Sourisso, qui est basé du côté de Toulouse, bassiste rock avec une timbre très noise, et ils se présentent à Babel sous leur forme de quartet, et c'est vraiment très emblématique justement des croisements qu'on peut avoir entre les différents continents, les différentes générations et les différentes esthétiques. Et là, le projet a une forme de côté envoûtant et hypnotique. Allez, place au décibel.